Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vidéo qui n'était pas prévue au programme. Nous sommes le dimanche 15 février 2026, il est midi et aujourd'hui, eh bien, j'enregistre cette vidéo avec notre ami Isidore Le Puisatier, que vous connaissez bien sûr pour les Amis des Puits et la réhabilitation des puits. Mais lorsque je suis allé le rencontrer à Arès, à côté d'Arcachon, il s'avère qu'il m'a parlé d'un scandale sanitaire historique depuis les années 80 sur le bassin d'Arcachon. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo enregistrée avec lui aujourd'hui pour qu'il nous explique en détail ce qui s'est réellement passé sur place. Donc, de ce fait, eh bien, merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Je remercie également eh bien, les modérateurs qui ont été présents pour permettre aussi cette émission pour des raisons techniques, parce qu'il a été difficile pour Isidore de se connecter. Et derrière moi, quelques ouvrages pour accompagner cette émission un peu particulière, notamment avec les ouvrages de mon ami Jean-Michel Jacquemin-Rafestin sur Tchernobyl qui commémore ses 40 ans cette année, le 29 avril 1986, cela avait eu lieu, Fukushima. Ensuite, les 3 tomes de Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, avec bien sûr Claire Sévrac, Franc-maçonnerie et politique de Serge Abad-Gaillardeau, 1984 George Orwell, Le Monde selon Monsanto, Marine-Monique Robin et enfin L'Élysée contre l'info avec Jean-Baptiste Réfouard d'Offre Investigation. Je rappelle une nouvelle fois que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Isidore, que je suis apartisan et asyndical, que mon casier judiciaire est vierge et que je ne suis pas suicidaire. Et je rappelle que je n'appartiens à aucun réseau, franc-maçonnerie, Rotary Club, Lions Club ou de quelques réseaux hermétiques connus. Je rappelle bien sûr que Isidore est entièrement responsable de ses propos et de ses actions, et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonjour Isidore. Bonjour, mon cher Nicolas. Bon, merci d'être présent pour cette émission un peu particulière, c'est vrai, puisqu'elle n'était pas prévue au programme. Donc, je rappelle que Isidore, nous vous connaissons concernant les Amis des Puits, la réhabilitation des puits, et j'ai C'est pu ça. diffuser d'ailleurs la, hum, la vidéo que nous avons faite ensemble chez vous maintenant il y a 2 semaines, à l'heure où je parle, concernant l'appel à recruter des puisatiers, à créer des associations, et on a même eu le plaisir eh bien, d'avoir la première association en Dordogne qui s'est constituée officiellement au Journal officiel. Bref, sur les puits, on est en train de mener un combat qui va être long, mais qui peut aboutir au fur et à mesure. Mais ce n'est pas le sujet du jour, parce que lorsque je suis arrivé chez vous, nous avons beaucoup discuté de votre vie aussi, de votre parcours, sans entrer dans l'intimité bien sûr, mais vous m'avez parlé de quelque chose qui ne m'a pas laissé du tout indifférent, bien au contraire. Et vous le savez, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs, c'est ce qu'on me dit souvent. Je suis un peu comme un pitbull, je lâche rien et je n'avais pas pris de notes au moment où vous m'avez parlé de tout cela, puisque c'était en soirée et c'était un peu, j'allais dire, une conversation au coin du feu, de manière un C'est peu ça. imagée, c'était le cas de le C'est dire. ça. Mais vous m'avez parlé d'un scandale sanitaire et je vais vous laisser la parole, mais c'est parti en fait d'une anecdote et ça, je l'ai ra beaucoup raconté autour de moi depuis. C'est que je vous avais dit: «Voilà, j'aimerais rapporter pour mes parents, une bourriche d'huîtres», parce que mes parents adorent les huîtres et c'est arrivé comme ça et vous m'avez dit: «Il Ben faudrait oui, que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé». Voilà et c'est là que vous m'avez raconté ça et je vous avoue que, il y a je quelques suis séquelles, oui. voilà, donc je vous laisse en Il faut être parler. prudent. Petite précision, pour éviter qu'on répète à nouveau, vous n'avez aucun lien d'intérêt, vous êtes d'aucun réseau et cetera, juste président de l'association Les Amis des Puits. Mais voilà, par rapport à ce que nous allons évoquer là,
Je vous laisse nous en parler. Donc, que s'est-il passé avec les huîtres? D'où ça vient? Pourquoi aujourd'hui elles sont, un peu dangereuses pour nous? Oui, ouais, ce que je soupçonne. Alors, je vais être très, très, très prudent dans mes propos. Je vais citer aucun nom parce que c'est encore brûlant comme situation. Il y a un malheur, c'est que ceux qui arrivent de l'extérieur n'ont pas la connaissance de ce que je vais vous conter comme un conte, à peu près comme une histoire. Mais je n'apporterai pas des éléments de, comment dirais-je, de preuve à l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve. Oui. Ça, ça a été compliqué. Alors, par contre, ce que je peux dire à tout le monde, et ce qui existe réellement, c'est le problème des décharges. Pourquoi? Étant puisatier et sourcier, j'ai fait des milliers de puits et je me suis rendu compte, après les analyses, comment était l'eau de nos, comment dirais-je, de nos veines souterraines. Alors, il y a eu, en 1960, autour du bassin, le commencement du début des décharges publiques où la mairie, toutes les mairies, du Nord-Bassin, bien sûr, avaient choisi un espace où on pouvait jeter tout ce que l'on voulait. Les vieilles huiles, enfin tout. Enfin, quand je dis tout, c'est tout. Alors, il y a eu des voitures de jeter, des cuves avec du fioul dedans. Enfin, ça a été monstrueux. Bon. Et petit à petit, ces décharges sont devenues de plus en plus importantes. Et comme la population augmentait, eh bien, ma foi, on a jeté encore plus. Et ces décharges sont devenues des milliers de tonnes. Et actuellement, on peut considérer, mais à moins qu'on me dise le contraire, comme d'habitude. Moi, ce que je dis, on peut dire le contraire de ce que j'avance. Mais c'est calculable. On peut le calculer. Et je l'ai fait même. Eh bien, ces décharges sont devenues, après des milliers et des milliers de tonnes, des millions de tonnes. Voilà. Maintenant, on peut me dire le contraire. Alors, à Audange, à l'époque, il y avait deux décharges. La décharge publique et la décharge privée. Et à la décharge privée, c'était tout Bordeaux qui venait jeter. Alors, je peux le dire parce que c'est officiel, Juppé avait donné l'autorisation, le maire avait donné l'autorisation, après une analyse qui a été faite par une entreprise honorablement connue, bien sûr, qui a fait un travail d'analyse pour savoir si le sol pouvait accepter une décharge publique et privée. Ça a été, et on a les papiers comme c'est favorable. Donc, donc on a ouvert sans précaution, et d'ailleurs c'est encore prouvable, ça c'est prouvable, sans précaution à une certaine époque, il y a 40 ans de ça, bien sûr, des décharges. Alors, elles ont été faites sous le même principe, bien sûr. Et On rappelle on rappelle juste Isidore, pour les plus jeunes d'entre nous, dont je fais partie, que les décharges publiques, c'est l'ancêtre des déchetteries, modernes. C'est-à-dire qu'à tout à l'époque, fait, on se oui. faisait
On s'emmerdait pas comment dire, à mettre la poubelle jaune, la poubelle noire, et Ah cetera. non, On jetait ça à la nature. Voilà. ça Non, mais n'existait parce que pas. c'est là, j'allais dire, dans la période écologiste actuelle, où on a tendance à faire la Gestapo des poubelles, limite à aller chez les gens et leur mettre des amendes parce qu'ils n'ont pas trié leurs poubelles. À l'époque, c'était open bar. Et en Oh fait, là, c'est en train de redevenir comme ça avec la coercition et la tyrannie écologiste que nous vivons actuellement. On revient à l'époque des décharges publiques parce qu'on a des poubelles complètement incompréhensibles, de forme rectangulaire, etc. Mais à l'époque, dans les années 60, comme vous le disiez, eh bien, on avait justement beaucoup de décharges. Donc, vous parlez de Audange, il y avait, comment dire, Andernos, Andernos, voilà. Andernos, Arès. Alors justement, on a ça, et puis donc après ces décharges publiques, donc vous m'avez parlé, alors de ce que je me souviens, puisque j'avais pas pris de notes à ce moment-là, mais que dans les années 80, eh bien, il y avait des projets, politiques, notamment en ce qui concerne des ports Ah, artificiels. Voilà, donc je vous ben laisse nous oui. en parler. Alors là, je ne vais pas citer de nom. En plus, ils sont tous morts pratiquement. Bah, voilà. À l'époque, alors attendez, je termine pour les Termine, décharges, pardon, terminez, pardon. s'il vous plaît. Oui. Juste pour terminer pour les décharges. Alors, ces décharges ont vu le jour dans les années 60. Et on ne parlait pas de pollution. Je crois que même le mot, peut-être qu'il existait dans le dictionnaire, mais personne ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas, ce mot. Mais bon, et puis on ne savait pas les conséquences de ce que ça allait donner. On s'en est aperçu après, bien sûr. Alors, ces décharges, elles ont grossi et elles sont devenues par millions. Moi, j'estime, mais on peut toujours là aussi me dire le contraire de ce que j'avance. J'estime que la décharge d'Audange doit avoir à peu près 5 millions de tonnes. Je me trompe, mettons 4, mais je pense que c'est plus de 5 millions. Enfin bon. Et la décharge privée, alors il y a la décharge publique et la décharge privée. La décharge privée, je pense qu'elle doit plus de 5 millions, à mon avis, mais bon. Et la décharge publique, près de 2 millions. Bon, ça ferait 7 millions. Allez, mettons que je me trompe d'1 million. Allez. Bon, la décharge d'Andernos, qui est juste à côté, je l'estime à peu près à 2 millions de tonnes. Arès, un petit peu, 1,5 million. Lège, je pense qu'il doit y avoir un bon 2 millions de tonnes. Ah oui, un bon. C'est calculable, hein, on peut le calculer. Surface, hein, profondeur, hop, on va et à peu près le poids d'un mètre cube. Hein, ça, on peut le trouver, aucun problème. Mais ça, c'est pas grave. À la limite, pas grave. Bon, parce que si on jette du bois, si on jette des choses qui sont pas trop polluantes, c'est pas grave. Mais là, attention, on a jeté, mais alors, quand je dis de tout, de tout. Et je vais même aller tout à l'heure un petit peu plus loin. Mais bon, ce que je disais, ça fait 40 ans que je l'ai sur le cœur. Je suis issu d'une très vieille famille, comme quelques-uns encore qui restent. Alors je vais vous dire ma vérité à moi. Mais on est libre de la contester. On est libre, mais si on me conteste, je veux bien qu'on me le conteste, mais en me disant des contre-vérités avec des arguments quand même. Pas me dire, oh ben non, c'est pas possible. Ah bon, je veux bien, moi. Mais ça, ce ne sont pas des arguments. Donc, en 40 ans, pour moi, le bassin est mort à vie pour des milliers d'années, sur 80% à peu près de sa surface et dessous sa surface, c'est-à-dire les vases.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez dû remarquer, tout le monde l'a remarqué, même ceux qui arrivent de l'extérieur remarquent qu'il n'y a plus rien sur les terres. On appelait ça les terres autrefois. Là où on allait pêcher les anguilles à la pointe, au tic-tac. Certains, ils se souviennent de ça. Parce qu'on ne peut plus le faire. On ne peut déjà plus marcher sur les terres avec des patins parce que, justement, tout le varech qu'il y avait, il a disparu. Mais il n'a pas disparu comme ça par enchantement. Alors on disait, oui, c'est les caillots qui le mangeaient. Non, mais j'ai tout entendu. Alors, je reprends pour les décharges. Parce que pour moi, à moins que quelqu'un me dise le contraire, bon, eh bien, ce sont les décharges qui ont tué tout ce qu'il y a sous les 80% du bassin qui est défini, pour moi, c'est moi qui le dis tout seul, qui est définitivement mort pour des milliers d'années. Mais bon, alors, voilà ma version. Alors, je le fais comme un scénario de cinéma, parce que je ne vais pas citer des noms, parce qu'ils vont m'envoyer des missiles, bien sûr. Alors, je ne vais pas citer exactement des noms. Il y en a qui vont se reconnaître, ça c'est sûr. Bon, ceux qui sont morts, ils sont morts, on n'en parle plus. Mais enfin, bon. Mais enfin, en attendant, nous souffrons de ce qu'ils ont voulu faire du bassin. Il y a 40 ans, on voulait faire, que l'on m'arrête là aussi, on voulait faire du bassin un lieu de villégiature de la plaisance. Alors, il y en a certains qui ont eu l'idée de faire, il y en a certains qui vont entendre ce que je dis, ils vont dire, ah ben oui, à l'époque, c'était ça. On voulait mettre autour du bassin plein de ports artificiels. Alors, évidemment, les parkers de l'époque, ceux qui m'entendent là, ceux qui vivent encore, les vieux, hein, ils vont savoir de quoi je parle, eux. Hein, les parkers de l'époque, ils gênaient. Alors, pour gêner, il y a des petits malins, ils sont morts, hélas, ils sont morts. Ils ont eu l'idée d'empoisonner le bassin. Alors, comment ils l'ont empoisonné? En y mettant dans les décharges plein de déchets. Oh, je ne vous parlerai pas des déchets radioactifs. Ça, je ne le dirai jamais. Bon. Mais à l'époque, ça se disait. Mais bon, personnellement, je n'en ai pas la preuve. Mais il y a des conséquences. Alors, les conséquences, c'est que les décharges, ça vit avec des milliards et des milliards. Déjà, dans le corps humain, il y a 100 milliards de bactéries. Rendez-vous compte, dans une décharge, les bactéries qu'il y a. Donc, il y a des centaines de milliards de bactéries. Et ces décharges, elles ont des dimensions. Tant de longueur, tant de largeur, tant de profondeur. Mais ce que l'on oublie, et je voudrais qu'on me dise le contraire de ce que je vais avancer, c'est que toutes les eaux des nappes dites phréatiques. Les nappes phréatiques, c'est quoi? C'est de l'eau de pluie qui tombe sur le sol et qui s'imbibe dans la terre. Eh bien, si ça s'imbibe dans la terre, ça s'imbibe aussi dans les décharges. Bon. Et entre tous les millions de déchets qu'il y a, eh bien, tout ça, ça provoque un bouillon de culture et on appelle ça des lixivias. Ça produit des percolations. Il y a la percolation qui est faite naturellement par le pourrissement qui est dû à tout ce qui est jeté dans une décharge, par millions. Attention, ceux qui m'écoutaient,
par millions. Mais on peut toujours me dire le contraire, bien sûr. Alors, ces décharges sont devenues entre 5 et 7 millions de tonnes. Vous vous rendez compte, les plus grandes décharges d'Europe à l'époque, et peut-être encore maintenant. Bien sûr qu'on les a, on a tenté de les camoufler comme on a pu, hein, parce que les politiques à l'époque, ce n'étaient pas les mêmes politiques de maintenant. Les anciens maires, hein, comme Philippe, comme tous les maires qui avaient autour du bassin, ils n'avaient pas la même mentalité que maintenant. Bon, c'était pire ou c'était mieux? C'était bien pire. C'était infiniment pire à l'époque. Justement, Isidore, je vais vous laisser rebondir, mais pour qu'on soit bien raccord, parce que ce que vous m'aviez dit, texto, de ce que je me souviens, c'est que les parcs à huîtres, justement, les fameux ostréiculteurs de l'époque, étaient un vivier, un essor économique incroyable. Il y en avait plus de 4000 sur le bassin, c'est ce que vous m'aviez raconté, et que pour la création des fameux ports artificiels, pour faire accoster notamment les yachts, les bateaux, tout le copinage aussi des politiciens, etc. Eh bien, ils avaient voulu exterminer les ostréiculteurs et que, en utilisant du césium 135. Ah oui, mais attention. Ça rentre dans le scénario. Parce que j'ai pas envie de mourir, moi. Vous n'êtes pas suicidaire? Non, je suis pas suicidaire. Je vais pas les dire que on a mis du césium 135, même si c'est vrai. Alors, là, je parle publiquement, Nicolas, je rigole pas là, en ce moment. Je sais. Donc, je dis, on reste dans le scénario, mais ça, c'est ce que vous m'avez dit. C'est pour ça que j'en parle. D'accord. Voilà. Mais ça, je vais le dire aussi. Il n'y a pas d'accusation ad hominem. C'est simplement que vous ne citez personne. Néanmoins, le césium 135, si je regarde sur Internet, c'est quand même quelque chose de grave. C'est du nucléaire. Oui, alors, attendez, laissez-moi terminer là. Laissez-moi terminer, Nicolas. Alors, parce qu'il y a plusieurs volets dans cette affaire. Il y a plusieurs volets. Alors, je peux pas tout mélanger non plus. Et je vais parler de tout, c'est sûr. Okay. Ah, mais de tout, je n'oublierai rien, ni personne à comprendre. Bon. Et c'est la première fois, je crois, que ça va être dit publiquement. Parce que là, ça va faire réagir du monde. Parce que les gens, ils se disent, ah oui, et pourquoi on ne peut pas manger les huîtres? Ah oui, alors on dit, oui, c'est parce que le tout a l'égout. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Alors, je vais ouvrir une parenthèse là-dedans. Le tout à l'égout a explosé. Pourquoi? Parce qu'avec les pluies qu'il y a, toute l'eau qui ne peut pas s'évacuer, parce que les anciens maires, ils ont bouché tous les fossés. Et on m'a demandé de faire un rapport sur les fossés du Nord-Bassin. J'ai fait un rapport. Il y a 28 pages de rapport que j'ai fait. Hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les maires actuellement, ils sont dépassés. Et quand je dis dépassés, ils sont dépassés. Parce que la plupart des maires de maintenant, ils prennent la suite des autres. Et à l'époque, on n'était pas regardant. Alors on faisait des nouvelles maisons, on abattait les anciennes maisons qui avaient un style. Et c'est pour ça que le maire, je vais le nommer, qui est Xavier, que je connais depuis qu'il est né. Bon, il fait ce qu'il peut. Xavier Danet, je vais citer son nom, sur le maire d'Arès, il a fait ce qu'il a pu, avec ce qu'on lui a laissé. Et ce que l'ancien maire avant lui, eh ben, il a hérité aussi de tout ce que les anciennes avaient fait. C'est-à-dire, on détruisait nos villages. Et on continue plus ou moins à les détruire. Parce qu'il y a aussi des lois. Et les lois obligent les maires actuellement à faire des logements sociaux. Alors bon, je suis loin des décharges, oui et non. Je vais en parler. Je vais parler des pollutions. Alors les pollutions, elles ne sont pas venues comme ça par hasard. Elles sont venues parce que les pollutions ont arrangé du monde.
à l'époque. Eh oui, maintenant, on a les conséquences. Alors, comment il faut régler tout ce problème? Eh ben, c'est pas si simple. Donc, je continue. Donc, comment dirais-je, les décharges ont pris de l'ampleur. Les nappes phréatiques, qui est l'eau de la pluie, s'est imbibée de lixivia et de percolation. Et cette nappe phréatique s'en va vers le point le plus bas, à Mont-Aval, vers le bassin. Et les gens croient, la plupart, que le bassin, il est salé. Non, le bassin n'est pas salé. Et non, pourquoi? Parce que quand on fait le calcul de toutes les eaux qui arrivent, soit des lacs de Hourtin, soit des lacs de Cazaux, par les canaux qui existent, par les ruisseaux, pas les rivières, parce que les gens qui ne sont pas d'ici confondent entre rivière et ruisseaux. Tous les ruisseaux qui reçoivent toute l'eau des forêts, ça va vers le bassin. Mais ce que l'on a oublié et que j'ai fait le calcul, c'est de toutes les eaux des nappes, pas des nappes, des veines souterraines qui s'en vont vers le bassin et qui vont en résurgence sous le bassin, se chiffre par millions. Enfin, mettons milliers, allez, mettons par milliers. Mais toutes ces eaux douces font que quand l'eau de la mer arrive, eh ben, elle se mélange plus ou moins et ça fait une eau qui est saumâtre. Arrêtez-moi qu'on m'arrête si je dis des bêtises. L'eau du bassin, elle est saumâtre, elle n'est pas salée comme l'océan. Bon, mais ça a des conséquences, ça aussi. Et là, je ne rigole pas. C'est que toutes les lixivias et les percolations qui sont données par les décharges qui existent autour du bassin, arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les gens. Arrêtez-moi. Toutes ces veines percutent les décharges, se chargent de lixivia et toute l'eau qui arrive, elle passe sous les décharges en amenant avec elle dans les veines des millions, on peut le calculer ensemble. Moi, je veux bien, moi. On peut calculer les millions de litres qui sont amenés en résurgence sous le bassin. Ce qui fait que les résurgences, elles ne naissent pas en haut, elles naissent en bas. Elles s'imbibent dans les vases du bassin d'Arcachon et les pourrissent. Pourquoi il n'y a plus les savants, ils appellent ça des austères. Nous, les anciens, on appelait ça le varech. Hein, tout le varech qu'il y avait dessus. Ben, il est mort. Il n'est pas mort parce que les caillocs l'ont mangé. Il est mort parce qu'il a pourri par en dessous. Alors, le dessous du varech est mort parce que les vases, c'est quelque chose de vivant. Et ce n'est pas des amas de pourriture. La vase n'est pas pourrie. La vase, c'est des organismes, des milliards d'organismes vivants, où il y avait des crevettes, où il y avait des palourdes, où il y avait des couteaux, où il y avait des crabes, il y avait de tout. Et maintenant, par rapport à ce qu'il y a eu autrefois, maintenant, il n'y a plus rien. Et j'invente rien. Tous les journaux en parlent en disant il n'y a plus rien sur le bassin. Mais il n'y a plus rien, pas par hasard. Toutes les décharges produisent des percolations par millions de litres. Mais je voudrais qu'on m'arrête. Les gens qui m'entendaient, arrêtez-moi. Dites que je me trompe. Mais ils vous enverront un mail s'il y a un souci. Il n'y a pas de problème. Non, mais si je dis ça, c'est qu'il y a des raisons. Je sais ce que je dis là. Hein? Bon, je connais un peu mon pays et je sais comment les gens vont réagir. Parce qu'il y en a certains qui me connaissent. Il n'a pas dit toute la vérité. Et je ne dirai pas toute la vérité. Parce que, bon, malgré que je vais bientôt mourir, bon, je ne tiens pas à mourir quand même, malgré tout, assassiné. Hein, parce que des assassinats, il y en a eu ici aussi.
à une certaine époque. Il y a plus de 40 ans, et ça rigolait pas. Il y avait même le sac qui venait régler des comptes. Et si les anciens, ils s'en souviennent de ça, ceux qui ont mon âge, ils se rappellent de ça. Rappelez-nous Bon, juste, rappelez-nous juste pour ceux qui ne connaissent pas le SAC, ce que ça représente. le centre d'action civique, c'était la police de Pasqua à l'époque. Voilà. Eh bien, ils venaient régler les comptes, parce que les politiques d'ici, les véreux de l'époque, parce qu'il y a eu des véreux politiciens à l'époque, ils faisaient venir, ils réglaient les comptes, parce qu'il y avait des gens qui se révoltaient quand il y avait des comment on appelle ça, quand les maires anciens faisaient je sais pas le nom, ça va me revenir, je vais en parler, je veux pas. Bon. Eh bien, toutes les décharges, elles ont des percolations. Elles ont comment dirais-je, des lixiviats qui se chiffrent par millions. Eh bien, l'eau des veines qui arrive du Massif central ou même des Pyrénées, parce que, à moins, on peut nier aussi, les gens qui m'écoutaient, on peut nier les veines, parce que les puits, ils sont faits dans les veines. Ah, les forages que la plupart ont, non, ils sont faits dans la nappe dite phréatique. C'est pas la même eau, mais les gens le croient. Parce qu'à la télévision, on ne fait pas la différence entre les eaux des veines qui arrivent des Pyrénées et l'eau des veines qui arrivent du Massif central. Mais bien sûr que non, ils ne savent même pas que ça existe. Et pourtant, les anciens puits ont buvait l'eau. Et pourquoi on ne peut pas boire l'eau des forages? Eh bien, parce qu'ils ont fait ça n'importe où et n'importe comment. Et c'est même interdit par la loi. 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Et on continue à faire des trucs comme ça. Moi, en tant que puisatier, ça me révolte. Alors, je continue pour les décharges. Toutes ces décharges qui sont vivantes et qui envoient des mauvaises eaux qui sont transportées par les eaux des veines, parce qu'elles ne s'arrêtent pas. La veine qui arrive du Massif central ou des Pyrénées, elle ne s'arrête pas à la décharge. Il y aurait une mer depuis le temps. En 40 ans, il y aurait de l'eau qui passerait par-dessus. Mais non, elle continue sa route. Elle continue sa route sous les vases du bassin. C'est pour ça qu'elles s'en vont en résurgence. Il y a des résurgences dans les eaux du bassin comme à l'océan Atlantique. Il y a des résurgences partout. Bien sûr, l'eau, elle fait pas 50 fois le tour de la planète. Il arrive un moment où elle se vide dans l'océan ou au bassin. Bon, mais en même temps que ça tue comment dirais-je. Alors, j'ouvre une parenthèse. Quand il y a eu l'idée dans l'air du scénario que je vous parlais, de mettre des ports dans chaque village, des ports artificiels, et pour rendre libre, c'était comme ça à l'époque, rendre libre l'eau pour la donner aux plaisanciers, les parkeurs, parce que c'était pas des ostréiculteurs à l'époque. On disait, maintenant on parle d'ostréiculture, mais autrefois on disait les parkeurs, parce que les parkeurs, ils faisaient pas les huîtres comme maintenant. Ils les faisaient pas sur les tables, ils les faisaient sur le sol. Et le sol, ils sortaient d'abord la vase, et ils mettaient des lattes tout autour, et ils faisaient un parc. Voilà, et on appelait ça des parkeurs. En 1947, il y avait entre 5 et 6 000 parkeurs. Ils faisaient un peu de tout, la pêche, un peu de tout. Alors bon, et petit à petit, ils ont disparu parce qu'il y a eu des maladies, de ceci, de cela. Bon, et les grandes pertes d'huîtres ont été faites surtout par les lixiviats qui passent dessous dans le sol, les veines qui vont se jeter
en résurgence sous les vases et a pourri les vases. Les vases sont pourris. Alors, il y a des petits malins qui vont me dire, ouais, mais Isidore, il y a des endroits où le varech qui pousse. Ben oui, parce que là, c'est pas pollué là. Pourquoi? Parce que c'est pas pollué à 100%, c'est pollué à 80%. Alors, il y a des endroits où il y a quelques oasis de bonne eau. Quelques oasis. Là où il y en a le plus, et là où il y a des hippocampes d'ailleurs, c'est au Présalé d'Arès. Voilà, c'est un des derniers oasis encore peu touchés pour l'instant. Voilà, parce que il n'y a pas beaucoup de veines qui vont se perdre là-bas, qui sont polluées. Mais les plus pollués, c'est à partir de Biganos, du château de Certes, et à partir de la droite jusqu'à Claouet, tout ça, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Il n'y a plus rien qui pousse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, comment ça a été tué? Eh bien, ça a été tué. Les gens de l'époque, ils ont dit, eh bien, il faut tuer le naissin. Alors, bon, à l'époque, le naissin, il faut savoir qu'il y a 40 ans, le naissin, il ne venait pas n'importe où. Et le naissin, à quoi il servait? Le naissin, il servait pour le renouvellement des huîtres des parkers de l'époque, et il était vendu à l'étang de Thau, il était vendu en Bretagne, oui, et à la Seudre, c'est-à-dire à Marennes, il était vendu à, comment dirais-je, il était vendu en Belgique. Alors, on fabriquait du naissin à l'époque pour le vendre et pour que ça serve. Alors, on s'est dit, il y a des petits malins qui se sont dit, ben, en tuant le naissin, eh ben, on aura moins de parkers. Et, pardon, là, il y a un truc qui est venu là. Oui, c'est moi, j'ai partagé la définition du naissin parce que pour que les Bon. gens comprennent ce que c'est le naissin, on parle souvent des huîtres, mais presque jamais de ce qui les rend possibles. Le naissin, N-A-I-2-S-A-I-N, comme la naissance, mais là, c'est Ah oui, l'huître c'est vivante. ça. Voilà. Le Alors, naissin. ce, Allez-y, continue à parler. ce naissin, eh ben, en le tuant, on s'est dit, on va le tuer. Bon, alors, pour le tuer, eh ben, le naissin, il venait, rappelez-vous, pour les plus anciens, bien sûr. Les nouveaux, ils ne savent pas ça. Personne ne sait ça. Il venait du port de Lège, c'est-à-dire d'Arès, et on mettait des milliers, rappelez-vous, les anciens, on mettait des milliers de capteurs de droite et de gauche jusqu'à l'île aux oiseaux, et on mettait des milliers de capteurs. Il y avait des millions de capteurs, pas des millions, des milliers et des milliers de capteurs pour faire revenir le naissin. Et il venait comment, le naissin? Qui sait ça maintenant? Il venait de trois choses. La qualité de l'eau, qui devait être obligatoirement avec une température d'eau, un pourcentage de salinité et des nutriments. Arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord, en me disant le contraire. Alors, ça venait d'où? Pourquoi on mettait des capteurs de part et d'autre du chenal de Claouet? Pourquoi on mettait? Parce que de chaque côté, on mettait des capteurs d'huîtres. Les capteurs d'huîtres, c'était quoi? Eh bien, c'était des formes en, comment dirais-je, le capteur, c'était un truc en bois que l'on faisait en bois, qu'on faisait tremper dans le goudron, et on fabriquait des cages, si vous voulez, et dans ces cages, on mettait des huîtres, ce que je vais. Mais non, on mettait des tuiles Cholet. Il y avait des millions de tuiles Cholet. Alors, il y avait des parkers qui en avaient quelques-unes, et il y avait aussi des professionnels
qui, eux, ne faisaient que du naissin, parce qu'ils le vendaient à l'étang de Thau, ils le vendaient à la Seudre, ils le vendaient en Bretagne, ils le vendaient partout en Europe. Voilà. Bon. Et ceux qui avaient la possibilité, les parkers, ils se faisaient comment dirais-je, des cages pour mettre des tuiles, pour avoir la production, pour renouveler ceux qui vendaient. Parce que les huîtres, ça se vend. Ça se vendait dans les villages. Après, ça a été transporté par le train pour les vendre ailleurs, et ainsi de suite. Donc, il y avait un commerce. Et puis, le bassin d'Arcachon était reconnu pour ses huîtres. Voilà. Et donc, comment on a eu l'idée de tuer le naissin, c'est que la décharge, c'est moi qui le dis tout seul. Maintenant, on peut me contester. La décharge du Porge, elle donnait sur le canal. Et rappelez-vous les anciens, la guerre qu'il y a eu, parce qu'il y a eu une vraie guerre, avec des gens qui se sont blessés gravement à l'époque. Quand on ouvrait et on fermait les pelles du canal des étangs. Le canal des étangs, c'était l'eau douce qui arrivait des grands lacs et qui faisait la température de l'eau et la salinité de l'eau. Et alors on ouvrait et on fermait à la demande les pelles pour calibrer l'eau et on faisait venir le naissin tous les ans à peu près vers le 15 août, à peu près. Bon. Et tout venait d'un seul coup. Alors, ils ont eu l'idée, c'est moi qui le dis, d'empoisonner comment dirais-je, la décharge du Porge. Ils ont empoisonné. Et en empoisonnant, eh bien, toute l'eau a empoisonné le naissin. Et le naissin a disparu d'un seul coup, parce qu'il est mort définitivement. Avec tout ce qu'ils ont jeté dans la décharge là-bas, bon, il y a eu des enquêtes et tout, mais tout ça, ça s'est étouffé, bien sûr. Alors, pour la plupart des nouveaux qui m'entendent, ils se disent, c'est pas possible. On n'était pas au courant. Évidemment que toutes les saloperies qui existent, on essaie de les étouffer. Il y a la politique, c'est ça. C'est tous des voleurs, des menteurs, ainsi de suite. C'est moi qui le dis. C'est pas Nicolas, c'est moi. Bon. Alors, donc, en empoisonnant le canal, eh bien, ils ont empoisonné tous les naissins. Et puis après, on s'est étonné qu'il n'y avait plus d'huîtres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait des écloseries artificielles en Bretagne pour compenser, bien sûr. Alors, ils ont fait des huîtres en Bretagne et qu'ils ont fait venir du naissin qui manquait ici. Et comme ça, on n'a plus vendu le naissin à Thau. Et l'étang de Thau, actuellement, est en train de devenir comme le bassin d'Arcachon. Il est en train il se pourrit par en dessous, lui aussi, comme nous, avec des décharges qu'il y a autour là-bas aussi. Ou des épandages parce que l'eau, elle ne vient pas que du dessous. L'eau pourrie, elle vient aussi du dessus. Elle vient de partout. Bon, on en est là. Alors, le bassin d'Arcachon, eh bien, il a perdu dans la première année 80%, presque 90% du naissin. Bon, on peut me dire le contraire. Hein. Mais bon, et puis il y a eu les mensonges des journaux de l'époque. Pourquoi? Parce que ça suit la politique. Tout le monde avait peur. Et même moi, j'avais peur. Et j'ai même failli être tué. Quand j'avais... Alors, comment j'ai su? Alors, je vais le dire. On peut me contester dans ce que je vais dire. À l'époque, les ingénieurs qui travaillaient au CEA, c'est eux qui m'ont averti. Pourquoi? Parce que moi, je faisais des puits.
pour eux. Je faisais des puits, des vrais puits, pour avoir de la bonne eau, bien sûr. Et comme j'avais un très bon contact avec, j'ai eu un très bon contact avec les ingénieurs qui arrivaient, pour les nouveaux qui venaient du CEA. Et ils m'ont téléphoné anonymement pour me dire on est en train de mettre des produits. Je ne vous dirai pas le nom parce que je ne veux pas aller en prison tout de suite. Ils ont mis des produits, voilà, et ces produits, ils sont tombés, bien sûr, comme la décharge donnée sur le canal des étangs. La pollution a gagné le dessin et a tout tué. C'est comme ça que je l'ai su. Et alors, il m'avait même donné la date à laquelle ça devait se faire. J'y étais. J'avais une méhari à l'époque. J'y étais. Il faut voir un peu le convoi qu'il y avait. Parce que là, je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Tous les anciens l'ont vu. Bon, il y en a beaucoup qui sont morts, mais ceux qui se souviennent, ils ne peuvent pas dire le contraire. Il y avait la garde rapprochée du CEA qui venait avec des camions et la gendarmerie. La gendarmerie venait aussi et contrôlait. Ils ne contrôlaient pas ce qu'il y avait dans les camions, évidemment. Personne n'était trop au courant de ce qu'il y avait. Et même les chauffeurs qui conduisaient, certainement. Et tous ces produits, ils ont mis des produits là-bas. Moi, je n'ai pas pu approcher, parce que sinon, les gardes, ils m'auraient tué. À l'époque, c'était comme ça rigolait pas. C'est des gardes d'État. Bon, c'est moi qui parle comme ça, parce que je ne connais pas très bien les règles chez eux. Mais bon, c'était comme ça. Et alors, et puis bon, combien de fois ça s'est passé, je ne sais rien. Mais on m'a averti chaque fois. Alors, vous allez me dire, mais il y a eu des contrôles. Alors là, je vais aller plus loin. Il y a eu des contrôles des eaux. Mais rappelez-vous les souris, pas les souris vertes qui couraient dans l'herbe. Non, pas celles-là. Les autres souris qu'ils nous ont fait croire pendant des années que le coup des souris, ça nous permettait de savoir quand les huîtres étaient bonnes et mauvaises. Non, mais c'était comme ça à l'époque. Il y en a certains qui se souviennent de ça. Mais les gens qui travaillent à l'Ifremer, c'est des pères de famille, c'est des bonnes personnes. Ils faisaient alors, ils étaient contraints, je suppose. C'est eux qui l'ont dit. Il faut interroger ces gens-là. Il faut faire une enquête, j'en sais rien. Mais à table, quand ils mangeaient et qu'ils étaient à la retraite, ils ont dit la vérité. Et il y en a certains, ils ont soulagé leur conscience. Et ils ont soulagé leur conscience en disant, on nous a obligés, c'est comme ça que je l'ai su, on nous a obligés à mentir, à faire des fausses analyses pour rassurer les gens. On n'allait pas leur dire, oui, c'est la faute de ceci, de cela, des politiques de l'époque qui ont empoisonné le bassin, bien sûr. Alors, moi, je suis toujours dans mon scénario de film. Je ne cite personne, mais celui qui veut faire un reportage en fonction de ce que je dis et faire une enquête, ce serait rigolo. Ça vaudrait le coup. C'est pourquoi justement, Isidore, je me permets de vous interrompre pour faire une parenthèse importante. Au départ, j'en ai parlé à des confrères, à des collègues, et puis je me suis dit j'avais pas assez d'éléments et pas assez de contexte parce que, étant donné que j'étais pas né à l'époque, voilà. Vous m'aviez confié également, lors de ces conversations au coin du feu, que à l'époque des journalistes avaient été venus, hein, vous en avez un petit peu parlé. Attendez, on va y arriver, Nicolas, on va y arriver. Ok, j'ai rien à dire. Bon, je vous en prie. On va y arriver. Attendez, là, il y en a encore pour 1 heure. Hein. D'accord, ok. Allez-y.
Et oui, je ne peux pas raconter tout d'un seul coup, D'accord, mais OK. petit à petit, j'ai un petit peu expliqué le contexte au Tout à départ. fait. Je vous en prie. Le bassin, bon, voulant faire un lieu de villégiature. Pour faire un lieu de villégiature, ben, il fallait un petit peu la purée. Alors, la purée en éliminant les. Alors, ils ont tellement éliminé qu'ils ont éliminé. Il y a eu des suicides, il faut le savoir, ça. Mmh. Il y a eu pas beaucoup, il y en a eu, enfin, c'est toujours trop, mais il y a eu des suicides de Parker qui ont tout perdu, hein, à l'époque. Alors, évidemment, les nouveaux qui m'écoutaient, vous voyez ça avec des yeux grands comme des soucoupes, mais actu- nous souffrons actuellement des problèmes qu'il y a eu à l'époque. Pourquoi le bassin est mort? Il est mort par hasard. Mais non, moi je l'ai connu après-guerre, presque dans ses origines. Bon, il évolue, évidemment. Mais là, c'est bon, il y a un nouveau problème qui se crée à cause du réchauffement climatique. Mais bon, ça, c'est physique. Tandis que les pollutions qu'il y a eu, ben, alors, je vais ouvrir une parenthèse où, quand il y a eu des grands orages, qu'il y a eu beaucoup de pluie, il y a des comment dirais-je, des tout à l'égout qui ont éclaté. Alors, en éclatant les tout à l'égout, ils ont versé un petit peu, je dis un petit peu, et, évidemment, les présidents des agriculteurs, ils vont dire, oh, c'est monumental, c'est énorme. Mais même eux ne savent pas. Même eux, ils ne savent pas trop la vérité. Ils ont entendu vaguement parler. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah oui, mais c'est le Ciba. Alors, ils ont tapé sur cette pauvre Madame Jeanne Denard, Sabine. C'est pas que je l'aime plus que les autres ou que je la déteste, mais c'est la directrice du Ciba. Eh bien, elle a été accusée. On l'a accusée. On l'a mis je crois même, elle a été mise comment on dit déjà, un examen pour avoir, comment dirais-je, euh, on a dit que c'était presque de sa faute à cette pauvre dame, qui est la directrice, elle s'appelle Sabine Jeandenin, c'est une bonne personne. Je l'ai eu au téléphone, j'ai correspondu un peu avec elle, pas beaucoup, mais un peu. Je lui ai expliqué certaines choses. J'ai essayé de prendre sa cause parce que c'est pas elle la fautive. Bon, elle a hérité quand elle est arrivée, cette pauvre dame. Elle est arrivée, elle a pris le tout à l'égout du bassin d'Arcachon en route. C'est pas elle qui l'a créé, elle était même pas née. Et c'est elle que l'on a accusée parce qu'il y a eu des fuites qui sont dues. Parce que quand on a créé autour du bassin, ça va parler à certains, quand on a créé le tout à l'égout, on l'a créé pour une certaine population. Elle a quintuplé. Alors, mais les tuyaux, ils n'ont pas quintuplé, eux. Eh bien, on se retrouve avec des tuyaux sous-dimensionnés. On en est là. Alors, et de temps en temps, ils explosent. C'est normal. Il y a la pression du tout à l'égout et la pression de l'eau qui vient, de la pluie qui vient se rajouter, qui ne devrait pas. Mais c'est pas que le travail a été mal fait. C'est peut-être pas la perfection. Mais en attendant, tout le circuit qui a été fait, il est sous-dimensionné. Et maintenant, alors, je ne vous dis pas l'argent qu'il va falloir pour le remettre aux normes. C'est à la limite, c'est presque impossible. Alors, je veux vous parler aussi. Alors, il y en a certains qui vont penser que les décharges, on pourrait les réhabiliter. Alors, je vais vous dire le prix. Pour réhabiliter
1 million de tonnes, il y a quelques temps, il fallait 3 millions d'euros par million de tonnes. Et ça, c'était une partie qui était payée par la commune. Et toutes les décharges, c'était pareil. Parce qu'il ne fallait pas penser que faire que la décharge d'Audange. Il y a la décharge d'Andernos et décharge d'Arès, la décharge du Porge, la décharge de Lège. Il faut les, comment on dit le mot, pas les réhabiliter, Nicolas, je ne me rappelle pas, les reconditionner, c'est-à-dire les trier pour les dépolluer. C'est 3 millions. C'est moi qui le dis, 3 millions. Moi, je l'ai lu, 3 millions. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Alors, 3 millions pour 1 million. Vous vous rendez compte? Il y a à peu près 10 millions de tonnes qui sont sous les terres du Nord-Bassin. Il y a à peu près, c'est moi qui ai fait le calcul, mais je peux le faire avec toutes les personnes qui vont m'écrire, avec plaisir. Moi, je vais leur dire comment il faut faire. Eh bien, vous allez voir, vous serez entre 7 et 10. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions. Avec Google Earth, on va trouver les décharges faits largeur, longueur, largeur, profondeur. C'est à peu près entre 10 et 17 mètres. Je ne vous dis pas le million de mètres cubes qu'il y a. Et quand on voit le 1 mètre cube comme il pèse, ben, on arrive à des millions de tonnes. C'est comme ça. Mais on peut me nier, mais je peux calculer avec les gens. Bon, alors, donc il faut beaucoup d'argent pour reconditionner, j'ai trouvé le mot, pour reconditionner alors ils l'ont pas fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des pauvres gens. Je vais pas les nommer, les maires et tout ça. Je vais pas les nommer. Mais bon, ils sont dépassés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont recouvert les décharges, ils les ont recouverts. Et puis, un peu comme un chat qui fait caca, et bien, il recouvre. Eh bien, nous, on a fait la même chose. Eh bien, on a recouvert les décharges. Alors, on a planté, vous vous rendez compte? Bien sûr, il y a des gaz. Il y a des gaz, on appelle ça des... Ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Mais ça va me revenir, vous allez voir. Les miasmes. Ah, les miasmes. Ouais, les miasmes. On va en parler des miasmes. On va en parler des miasmes. Là, il y a aussi des morts avec des miasmes. Mais ça, les gens ne savent pas. Ils meurent. Les gens ne savent même pas pourquoi, la plupart. Mais enfin, on va en parler. Donc, les décharges, eh bien, il faut les reconditionner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté des tubes dedans, au mieux, évidemment, et avec des entreprises, il faut payer, bien sûr, et pour faire des torchères. Alors, ils ont allumé. Alors, des fois, ça fonctionne, et des fois, ça fonctionne pas, parce qu'on n'a pas cette culture de savoir bien. C'est pas des torchères de pétrole, ça y ressemble, mais c'est bon, les entreprises qui ont fait ça, elles ont peut-être pas été très, comment dirais-je, très, euh, j'ai pas le mot. Très pointilleuse, Oui. quoi. Très. Oui, voilà, c'est ça. Bon, et puis les maires, ils y connaissaient rien. Alors, la science, il y a des gens qui ont ils s'adressent à des sociétés qui les aident, qui prennent beaucoup d'argent pour les aider aux maires. Alors, évidemment, alors c'est des corruptions, parce que la décharge d'Audange, il y a eu plein de corruptions. Alors, je détiens quand même dans mon ordinateur, bon, le procès qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un putain de procès où il y a eu des gens qui sont partis en prison, enfin le maire qui a été démissionné, qui a été remplacé par Nathalie. Hein, au pied levé, il fallait bien sauver les meubles.
Alors, il y a eu des magouilles. Moi, je ne peux pas trop parler des magouilles parce que sinon, ils vont me tuer d'un coin. Alors, je connais tout ça. Et puis, il n'y a pas que moi. Il y a plein de gens, des vieux comme moi. Moi, j'ai bientôt 90 ans. Mais il n'y a pas que moi. Il y en a quelques-uns qui savent tout ça et qui ne parlent pas. Ils ferment leur gueule. Ben, je les Et comprends. pourquoi alors? Ils ont peur de mourir aussi? Eh bien, bien sûr. Parce qu'autrefois, on mourait ici. On mourait partout. On mourait dans toutes que ce soit en Bretagne et partout. Il y a eu des guerres, des formes de guerre. On n'en parle pas parce que vous, Nicolas, vous êtes né hier, alors évidemment, pour vous, ça parle pas, mais en Bretagne, rappelez-vous quand il y avait quand ils ont fait sauter même à l'époque, ils avaient même fait sauter les relais de télévision. Ils étaient tellement bêtes, ils avaient fait sauter les relais de télévision. Comme ça, ils n'avaient plus d'informations. Mais enfin, bon, c'était comme ça. Bon. Et ici, c'était partout, il y a eu des corruptions. Il n'y a pas que dans les pays étrangers qu'il y a des corruptions. Nous en avons encore ici des corruptions. Regardez l'affaire Epstein. Hein. Bon, et encore, c'est pas terminé. Cette affaire, ça fait que démarrer. Bon, eh ben, c'est comme ça. Eh ben, le bassin n'a pas échappé à la règle. Hein, il y a eu des maires pourris, il y a des maires un petit peu moins pourris, et puis des maires qui ne sont pas trop mal. Moi, c'est moi qui le dis. Moi, j'aime bien Jean-Yves, le maire d'Andernos. Je l'aime bien. C'est une bonne personne. Et il est au courant de beaucoup de choses. Alors lui, il a subi. Parce que son père de Jean-Yves a subi des choses. Et Jean-Yves, quand il était jeune, il a subi aussi des choses. Bon, qu'il dise rien ou qu'il veuille rien dire, ça, c'est son affaire. Je respecte sa façon de voir. Le maire d'Arès, Xavier, c'est un gentil garçon. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui a laissé. L'ancien maire, Jean-Guy, eh ben, il a fait ce qu'il a pu. Bon, c'était juste ce qui venait avant, qui ont tout massacré, tout. Il y avait des préemptions interdites. Tous les maires anciens, je parle, ils sont morts. Ils faisaient des préemptions interdites. Il y en a eu combien de préemptions? Ils faisaient même des enclavements exprès de maisons pour récupérer les maisons en faisant ils achetaient des maisons qui étaient préemptées faussement. Non, non, mais bon, il y a plein de gens qui sont au courant. Il y a des gens qui vont m'entendre, qui vont me dire, ouais, mais à ma mère, on lui a fait le truc et tout ça. Ou à ma grand-mère, on lui a volé sa maison parce qu'on l'a enclavée. Elle ne pouvait ni rentrer ni sortir. C'est interdit par la loi. Mais la loi, c'est eux qui la faisaient autrefois ici. Ça a toujours été. Les premiers maires que j'ai connus, les premiers, c'était des maires familiaux. Il n'y avait rien à voir avec les maires qu'il y a eu après. Les maires familiaux, où c'est que les mairies se faisaient dans les maisons autrefois. Moi, j'ai connu ça quand j'étais enfant. Eh ben, les mairies se faisaient dans les maisons. Alors, dans les maisons, ça veut dire quoi? Les repas de famille, tout ça, tout le monde se mettait d'accord. J'ai même écrit une histoire là-dessus. Bon, et ils se mettaient d'accord. Et puis, ils en parlaient au maire, qui était un maire familial, un cousin, un petit cousin ou un oncle, tout ça, on était tous en famille. Il n'y avait pas d'étrangers. Alors, il y avait que des gens du pays qui étaient nés ici. Bon, pas comme maintenant. Maintenant, c'est 80%. Ce sont pas des étrangers, mais des gens qui ne sont pas d'ici et qui n'ont pas la mémoire de ce qu'était avant. Bon, ils sont venus ici parce que il fait beau temps, parce qu'on est près du bassin. La plupart, ils n'ont jamais été sur le bassin. Mais bon, ils sont au bassin d'Arcachon. Alors, c'est cher. Alors, c'est une ambiance, c'est comme ça. Bon, alors, je ne veux pas m'éloigner, bien sûr, des pollutions du bassin.
Alors, mais autrefois, il y avait beaucoup de corruption. Les nouveaux maires qui sont arrivés, ils se sont mariés avec des filles d'ici, et puis ils ont fait et alors, ils étaient vus parce qu'ils étaient en costume, les autres, ils étaient habillés comme tout le monde qui travaille. Et à l'époque, les nouveaux qui sont arrivés, ils avaient fait des grandes études. Nous, autrefois, les maires, ils ne parlaient pas toi. Et on ne parlait pas le français. Moi, j'ai appris le français à l'âge de 10 ans. Hein, bon. Et, et ben, c'était comme ça à l'époque. Et quand les nouveaux sont arrivés, eux, ils ont vu la corruption. Ils ont vu le vol. Ils ont volé, mais ils ont volé. Tout a été volé ici. Alors, bien sûr, à m'écouter, on pense que j'exagère. Mais les anciens qui m'écoutent, ils savent ce que je dis. Bon, ils ne le disent pas. Moi, je vais bientôt mourir. Bon. Alors, bon, je commence à parler un petit peu. Mais ceux qui m'entendent, les anciens, peut-être qu'il y en a certains, ils vont dire, ah, mais Isidore, il a dit, mais pas assez. C'est pour ça que quand, on a discuté de tout ça, je vous ai dit: «Vous savez, c'est une affaire tellement énorme qu'on est au niveau du scandale de l'amiante ou même du sang contaminé ou même d'AZF», puisque, l'histoire des décharges, heu, on a évoqué à demi-mot la radioactivité, le fait que l'eau aussi, soit polluée. Vous Mais bien m'aviez sûr, évoqué aussi les huîtres, l'import de Bretagne parce qu'en fait, les gens qui bien sûr. achètent au bassin d'Arcachon des huîtres finalement, soit si j'ai Ben, bien compris, hein, soit elles sont, contaminées, soit elles viennent de Bretagne, soit, voilà, c'est ça, voilà. Donc en fait, c'est ça. il y a même une forme de fraude commerciale puisque, encore une fois, si j'ai bien compris, vous m'avez dit, finalement les huîtres qui sont vendues au bassin d'Arcachon, elles viennent de Bretagne, mais elles sont estampillées Arcachon. C'est un peu comme l'histoire du Mercosur avec la viande d'Argentine qui est estampillée, fabriquée en France. Donc, aujourd'hui, c'est Pas pour ça toutes. que Alors, pas toutes, pas toutes. évidemment, si les présidents du bassin d'Arcachon ils m'entendent, ils vont m'appeler pour me dire que j'exagère. Parce qu'ils vont me dire dans le détail, il y a des bonnes. Ah oui, ben Mais oui, mais pas tant toutes mieux pour si être. si tant mieux s'ils entraient dans le détail, qu'il y ait une forme de transparence enfin et d'audit, puisque si, on fait des fraudes, d'examen, au laboratoire, qu'on fait des faux, et qu'on essaye de masquer le réel, alors que quand même c'est un scandale sanitaire extrêmement grave qui est certes au départ une région localisée. Autrement dit, le bassin d'Arcachon, donc le département des Landes, mais on va dire aussi la Gironde, et cetera. Le problème, c'est que depuis 40 ans, le nombre de gens qui consomment des huîtres, notamment aux fêtes de Noël, entre autres, moi, je sais que dans ma jeunesse, j'en ai consommé beaucoup des huîtres, hein, même si je suis de Normandie, mais qui sait si je n'ai pas consommé, des huîtres du bassin d'Arcachon à mon insu qui étaient contaminées, voire d'autres. Donc, quand vous m'avez évoqué ça, j'ai pensé à tous les cancers, tumeurs, les femmes enceintes, et cetera, tout Attendez, ça. on n'y est pas encore, on va en parler de ça. On va en On va parler, en voilà. parler. On va en parler, j'oublierai pas. Euh, alors, mince, je me rappelle plus où c'est que On parlait, je voilà, restais. on parlait de la décharge d'Audange, que vous aviez, dans votre Oui, ordinateur des dossiers, oui, notamment non, sur mais la ça, corruption, et non, cetera. non, Voilà. oui, 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 ça. On parlait des euh, miasmes aussi. ah oui, mais on va en Voilà, parler de ça. Ça, c'est la suite. C'est la d'accord. conséquence. Alors, oui, les maires, je parlais des maires. Alors, il y a eu des maires familiaux. Ensuite, il y a eu des maires qui sont venus d'ailleurs, qui se sont mariés d'ici. Et ensuite, il y a eu une autre catégorie de maires. Et il y a la catégorie maintenant, ben, qui les pauvres, ils ont, je dis les pauvres. Bon, c'est pas des voleurs ni des bandits, et bon, ils se débrouillent. Ça, certainement qu'il doit y avoir un petit peu, allez, un peu de corruption. Mais c'est pas facile parce que les promoteurs, hein, ils tirent tant qu'ils peuvent.
parce que les promoteurs, ils n'ont aucune, enfin, je ne veux pas dire trop de bêtises verbales, parce que sinon ils vont me tomber dessus. Elle me disait, il y a des bons promoteurs. Sans doute que ça doit exister. Mais enfin, tous les promoteurs que j'ai connus, c'était le pognon. Le pognon, le pognon, le pognon. Ils n'apporteront pas au paradis. Je vois le maire d'Andernos, l'ancien. Il a gagné beaucoup d'argent. Il est en train de mourir bêtement. Eh ben, ils meurent tous. Hein. Ça vaut pas le coup d'avoir fait ce qu'ils ont fait la plupart. Ça vaut pas le coup. Parce qu'ils ont massacré des familles pour du profit. Voilà. Mais ça, c'est dans le monde entier. Il n'y a pas qu'ici. Dans toutes les contrées, c'est pareil. Bon, alors, maintenant, les maires d'ici, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Mais ils sont coincés. C'est pour ça que je dis, ils sont dépassés. Mais on peut me dire le contraire. Et les maires, parce que, alors, j'ai reçu un petit peu les futurs maires qui sont venus me voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la suite. Mais une suite de quoi? Alors, moi, j'avais prévu de faire, j'ai écrit sur un livre, j'ai écrit la suite des maires, ce sera l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est quoi? C'est récupérer toutes les communes et en faire pas une seule commune, mais faire une autonomie du Nord-Bassin. Alors, j'ai fait un livre là-dessus que j'ai pas encore publié. C'est la suite des maires. Parce que les maires, d'abord, il va y en avoir de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est intenable. Bon, ici, ça va encore à peu près. À peu près, on est à la limite. Hein. Après, c'est plus possible. Parce que les maires, sitôt qu'il y a un arbre qui tombe, ils vont en prison parce que l'arbre est tombé sur une maison, on va se plaindre à la gendarmerie et puis c'est le maire qui va prendre. Alors les maires, ils en ont marre. Maintenant, sitôt que ils mettent un arrêté de mairie par-ci par-là, les maires vont casser leur voiture ou casser leur maison ou mettre le feu à la mairie. Ça va être de pire en pire. Donc c'est moi qui le dis. On peut dire l'inverse de ce que je dis, bien sûr. Mais bon, moi, je le vois comme ça. Mon expérience me permet de le voir comme ça. Voilà. Alors, donc, les maires actuellement, et ceux qui veulent se présenter contre les maires, ne feront pas mieux que les anciens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire mieux. Faire moins bien, c'est pas possible non plus. Alors, ils prendront la suite, parce que ils ont de l'ambition. C'est des orgueilleux, des vaniteux, des prétentieux. Alors eux, ils se prennent pour des gens qui sont contraires à la prétention, et ainsi de suite. Eux, ils se présentent comme des bonnes personnes et ils feront pas mieux que les autres. Bon, et c'est pas eux qui vont dépolluer le bassin. Le bassin, il est, pour moi, il est mort. C'est fini. On peut faire tout ce que l'on veut, c'est fini. Il y a des millions et des millions de litres de percolation qui sont passés sous le bassin et qui ont tout tué. Il n'y a plus rien sur les vases. Alors, pire, parce qu'il y a un pire, c'est que les vases, en pourrissant, elles gonflent. Parce qu'il y a du gaz. Alors, on me dit, les chenaux, les vases se vident dans les chenaux. Bon. Eh bien, oui. Pourquoi? Parce que les vases, comme elles pourrissent par en dessous, eh bien, elles deviennent plus liquides que de la farine. Et par les marées, l'effet des marées, du vent et des vagues, eh bien, les vases, elles montent, elles font comme vainer, hein, ça se gonfle, elles gonflent, et puis elles arrivent à une certaine hauteur, elles s'écroulent vers les points les plus bas qui sont les chenaux. Et ensuite, ces vases, elles sont amenées par la marée, ou soit dans les cours d'eau qui arrivent, ou dans les plages.
Et maintenant, les gens, ils disent, quand on va sur la plage, il y a de la vase. Et bien sûr, c'est des vases qui ont pourri, qui ont été amenés par la marée. Et elles se sont déposées. Voilà, autrefois, ça n'existait pas. Maintenant, c'est comme ça. Donc, ça ne peut prendre qu'une ampleur de plus en plus triste. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, je vais parler des cancers, des nouveaux cancers. C'est pas des nouveaux cancers. Il y a des endroits où il y a plus de cancers que d'autres. Alors, ceux qui m'écoutent, bah, ça va les étonner ou faire peur à certains. Parce que les vases qui sont pourris, elles ne sont pas pourries elles sont pourries avec des microbes, elles sont pourries avec des bactéries. Et quand il y a des gaz, eh bien les gaz, ils montent. On n'a jamais vu les gaz descendre. Bon, enfin, si, certains. Mais bon, sinon, ça va dans l'air. Mais nous, faut pas oublier que nous avons des vents dominants. On a des vents dominants. C'est-à-dire qu'il y a des vents qui arrivent du nord-ouest et qui s'en vont dans les terres et qui soufflent ces gaz. Et ces gaz, ils s'en vont parce qu'ils ont des couloirs. C'est moi qui le dis, une fois de plus. Parce que pour moi, la médecine est au courant. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que dans certains couloirs, il y avait plus de cancer que dans d'autres. Maintenant, on peut dire que je dis des bêtises ou que je fais peur. On peut le dire si on veut. Bon, je peux me tromper aussi, tant pis. Bon, c'est comme ça, mais c'est comme ça que je le pense. Et c'est comme ça que... Et comment je l'ai su? Eh bien, je l'ai su comme je connais infiniment beaucoup de monde. Tout le monde me connaît sur le bassin. Enfin, une grande partie des gens me connaissent. Les anciens un peu, et les nouveaux aussi, parce que j'ai fait beaucoup de puits. J'ai beaucoup, en faisant mes puits, j'ai parlé d'histoire du bassin, j'en ai écrit. J'ai écrit beaucoup d'histoires. Alors les gens finissent par me connaître et me faire confiance, bien sûr. Et ils me racontent en douce, sous le secret, je ne vais pas dire les noms de ceux qui m'ont c'est une sorte de renseignement. Alors bon, c'est vrai qu'à l'armée, j'ai bien étudié un petit peu les questions de renseignement que j'ai utilisées à des fins sociales. Alors, ça m'a permis, avec tout ce renseignement, de faire des constats. Et alors, c'est pour ça que j'ai connu des gens qui étaient médecins, des gens qui étaient infirmiers, des gens qui travaillaient dans les hôpitaux, enfin, beaucoup, les pompiers, voilà, tous ces gens-là, ils me parlent en douce. Et ils me disent, à tel endroit, il y a tel problème. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit que les miasmes, je ne sais pas comment les appeler, toutes ces émanations qui sont sous les vases du bassin et qui remontent par le pourrissement, parce que, alors on va me dire, mais les vases ne sont pas pourris. Ah bon? Et pourquoi il n'y a plus de, il y a plus rien, il n'y a plus de vie? Les vases du bassin, il n'y a plus de vie. Autrefois, il y avait des vers, il y avait des mollusques, il y avait de tout. Mais là, il n'y a plus rien. Alors, on va me dire, il y a toujours je vais pas dire des imbéciles ou des abrutis, je ne parle pas comme ça. Mais il y a toujours des gens qui vont me dire, ah mais si, il y a encore 2 ou 3 anguilles. Il y avait des millions d'anguilles. Et ils me disent, j'en ai pêché 3. Ah bon, d'accord. Il n'y a plus de pibales. Les pibales, elles ont disparu. Alors on me dit, ah ben oui, mais j'en ai pêché un verre. Bon, on peut toujours me dire ça. Mais il n'y en a plus comme... Autrefois, les pibales, autrefois, on s'en servait comme engrais. Vous imaginez les gens qui m'écoutaient, hein, que vous vendez ça aux Espagnols au prix de l'or, autrefois, eh bien, les anciens qui m'écoutent, eh bien, on pêchait les pibales, et puis comme il y en avait de trop, on le mettait dans les vignes comme engrais. Vous imaginez? Bon, eh bien là, c'est la même chose.
eh ben, les vases, elles sont mortes. Les vases qui sont pourris, elles font des gaz, et ces gaz, ils s'élèvent, et ils sont pris par les vents dominants, et ça va, alors les gens qui ont des cancers, c'est des gens qui sont fragiles. C'est pas tous. On va me dire, oh, mais il y a pas plus de, il y a quelques cancers en plus, mais bon, ça paraît normal. Parce qu'il n'y a pas d'enquêtes qui sont, mais les enquêtes, elles sont faites. Attention, parce que on a des ministères, c'est peut-être j'allais dire des fumiers, je ne l'ai pas dit, mais c'est peut-être des gens comme ça, mais c'est pas des imbéciles. Ils savent faire des enquêtes, même s'ils nous disent pas la vérité. Eh bien, les enquêtes qui ont été faites, moi j'ai su par des gens qui faisaient des enquêtes des vérités et qui sont pas bons à dire, évidemment, ils vont pas les écrire dans les journaux. Mais ça se dit. Alors, ça se colporte. Alors, on va me dire que le fait de comment on appelle ça, du complotisme. Mais non, il n'y a pas que des complotistes, c'est ça. Il y a aussi des vérités. Alors moi, comme je deviens vieux et que je m'occupe actuellement de monter dans chaque département une association de préfiguration pour faire une confrérie pour nettoyer les anciens puits, eh bien, les anciens puits, mes amis, c'est entre 10 et 11 millions. Et toutes les eaux des puits sont bonnes. Et le savon dans la mer, elles sont gaspillées. Alors voilà où c'est que j'en suis. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, ben ils m'écrivent. Je leur répondrai toujours. Ou si c'est pour m'insulter, c'est facile. Hein. Il suffit de se mettre sur WhatsApp et puis ils vont me dire que je suis, je sais pas, moi, voyou. Ils pourront me dire tout ce qu'ils veulent. C'est pas grave. Hein. De toute façon, Isidore, s'il y a des contradicteurs, et je pense qu'il y en aura forcément, qu'ils apportent la preuve du contraire, comme vous dites à chaque fois. Vous apportez votre version des faits, une quarantaine d'années après, et de ce que j'ai compris, encore une fois, c'est que vous êtes le seul à le faire. Et c'est venu, mais vraiment de manière totalement hasardeuse, parce que quand je suis venu vous voir, c'était pour parler des puits, et c'est dans la conversation, encore une fois, où je vous ai dit, bah, j'aimerais bien ramener un souvenir d'acheter des huîtres sur le bassin d'Arcachon, chose la plus bête du monde, comme on achète une carte postale ou des choses comme ça. Et c'est là que vous m'avez sorti toute cette histoire. Et moi, bah, y a un truc qui s'appelle le journalisme. Et sachant ça, vous savez, quand on s'est quitté, jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à ce dimanche où nous parlons, donc ça fait 2 semaines, ça ne m'a pas quitté cette histoire. Et vous savez, comme on dit souvent, Rabelais disait: «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme». Et j'avoue que, pour des questions de conscience, et de déontologie, et j'allais dire pour votre conscience aussi, même si c'est, on va dire, de manière testamentaire, un peu comme les puits, pour moi, vous avez 2 derniers combats avant de nous quitter, c'est, de réhabiliter les puits, et ça, j'essaye, médiatiquement parlant, de vous y aider. Mais ce scandale-là, même si, imaginons, on ne pouvait rien y faire, admettons, mais au moins ça se saurait. Parce qu'il n'y a rien de pire que de terminer ses jours dans l'ignorance. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période, vous parliez de l'affaire Epstein tout à l'heure, mais on est dans le temps de l'apocalypse. L'apocalypse, ça veut dire révélation, et quand on parle de révélation, ça veut dire souvent vérité. On a vécu tellement dans le mensonge depuis, des siècles, et bien, voilà. Et donc vous êtes un peu une des dernières mémoires vivantes du bassin d'Arcachon, une forme d'encyclopédie vivante. Et donc, quelle que soit la portée de ce témoignage par la suite, je pense qu'il serait, voilà, qu'il serait vital aujourd'hui, même 40 ans après, de commencer à creuser, et peut-être qu'on aura beaucoup de témoignages de gens qui sont restés dans le silence et qui libéreront la parole. Donc donc je pense que votre témoignage n'est que, la boîte de Pandore qui va s'ouvrir et crever l'abcès. Et je pense que c'est le moment, parce qu'on a vécu la période covid, on a vécu la période du sang contaminé avec des gens, qui étaient responsables mais pas coupables. Ça, c'est la grande habitude. On a vécu AZF,
Et je pense qu'on n'en a pas fini avec cette histoire 25 ans après, parce que AZF, ça a fait un tollé quand même national et international, tout comme Tchernobyl, tout comme Fukushima, d'où les bouquins derrière moi. Et voilà, tout cela mélangé fait que là, j'allais dire, c'est la faune et la flore. C'est la destruction du vivant, en fait. Et c'est une forme de génocide qui a été fait sciemment, organisé par des gens qui, certes, pour la plupart sont morts, mais il y a les héritiers et il y a tous ceux qui aujourd'hui sont candidats au municipal à l'heure où nous parlons et dont beaucoup savent, mais ne feront rien parce qu'ils Non, ont ils ne peur. savent pas. Je les ai reçus, ils ne savent pas. Eh bien, ils vont le savoir. Là, avec cette vidéo, ils vont sortir de l'ignorance, à savoir ce qu'ils comptent faire et ce que les scientifiques, et cetera, vont pouvoir faire et ce que nous, médias indépendants, nous pouvons faire pour justement ouvrir le débat et voilà. Allez-y. Alors, il faut que je vous dise aussi, et je dis à tout le monde, je dis à une certaine époque, quand il y a eu le procès, il y a eu un certain nombre de jeunes qui sont doctorants, que j'ai rencontrés en association. Et on en est venu à, on est venu à une conclusion parce qu'il y a eu des analyses. Et oui, il faut que les gens le sachent. Il n'y a pas eu que des analyses de l'Ifremer, bien sûr. Mais eux, ils sont agréés. Donc, ils ont tous les droits. Même Ciment, qu'est-ce que vous voulez? Il faut dire l'inverse de ce qu'ils disent. Et c'est pas facile. Parce qu'ils ont la presse avec eux. Vous vous rendez compte, les journalistes? Moi, j'avais un cousin qui était un des patrons de Sud-Ouest. Alors, je l'ai rencontré, bien sûr, Jean-Paul. Un des patrons de Sud-Ouest national. Pas une rigolade. Mais quand j'ai été le voir chez lui pour lui dire, Jean-Paul, mais il me dit, mais t'es malade ou quoi? Patron, un des patrons de Sud-Ouest. Attention, pas le patron de Sud-Ouest. Un des patrons. Et je lui dis, t'es au courant? Moi, j'y étais en toute confiance, voir mon cousin. C'est un cousin très proche. Et j'étais le voir et me dit, je lui dis, mais tu l'as vécu avec nous, comme nous. Et ton père en est mort. Et ton grand-père aussi. Ils sont tous morts, pas de ça, mais ça y ressemble. Alors je lui dis, mais il me dit, mais on ne peut rien faire. Et je ne te mettrai pas un traître mot de ce que tu viens de me dire. D'abord, je le sais depuis longtemps, mais on ne peut pas l'écrire, c'est impossible. Alors, ce qui veut dire que tous les jours, c'est moi qui le dis. Je me doute que les journalistes, c'est pas tous des ignorants, c'est pas tous des imbéciles, c'est pas tous des stupides. Ils savent un peu des vérités quand même. Et bien, s'ils la disent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Je ne me rends pas compte. Et c'est pourquoi justement je suis totalement indépendant parce que je n'ai pas d'allégeance, à une quelconque organisation et je ne suis pas Ben, contraint ou soumis à une rédaction quelconque. Ce qui fait que ce qui est ici, il n'y a que moi qui suis le décideur de ce qui sort ou pas. Et si, je vous ai proposé, de faire cet entretien, Isidore, c'est parce que le public a le droit de savoir, et surtout doit être au courant, puisque c'est lui qui est concerné en premier, c'est lui qui paye ses impôts, qui paye ceux qui, nous dirigent bon gré mal gré, pour justement et c'est lui surtout qui consomme, heu, tout ce qu'on évoque ce soir, aujourd'hui, pardon. Allez-y. alors, il y a un pire, un petit pire, encore un petit pire au-dessus Allez-y, du allez-y. pire. Au point où on en Bon, est. oui, c'est que les, les biologistes que j'ai rencontrés, c'est largement, ils sont aussi bons que les mauvais, bien sûr.
Parce que les mauvais qui ont fait de mauvaises analyses, ils ont fait des bonnes analyses, mais c'est les politiques qui ont C'est eux qui prennent les décisions finales, on va dire. voilà, c'est ça. Alors, parce que Ali Fomer, c'est pas des imbéciles. Moi, j'en ai connu quelques-uns, en plus, Oui, mais qui ont pris leur s'ils ont retraite. l'instruction de falsifier leurs études, Ben, c'est ça. c'est ça Alors, aussi. ça a Et été. c'est pas en fait, on remet pas en question la compétence Ah des non, membres de oh l'IFOMER. Au non, contraire, non, ça a l'air d'être un institut très bien organisé. ah Le oui, tout problème, à c'est fait, que oui. la Oui. corruption et les décisions politiques sont Ah ouais, c'est alors, comme pour le GIEC concernant, le climat et cetera. Pour le GIEC, il y a des scientifiques, mais ce sont les politiques qui valident ce que disent les scientifiques, alors qu'ils n'en ont pas la c'est ça. compétence. Donc en fait, le politique reste toujours le dernier maître, de la décision. Alors, ces jeunes ont fait des analyses et ils en sont arrivés aux transmutations biologiques. Chose totalement interdite d'en parler. Parce que les transmutations biologiques, c'est quoi? C'est moi qui le dis. Moi, je suis un illettré. Hein. Alors attention, je ne vais pas dire, je veux pas en parler en disant des choses que. Alors, ces transmutations biologiques, c'est Corentin Louis Kervian, je crois, qui a découvert ça. C'était comment dirais-je, il a, il a découvert que des éléments radioactifs pouvaient transmuter certains éléments. C'est moi qui le dis, je me rends pas compte. Et c'est ce qu'il disait. Moi, j'ai écouté ce qu'il disait, parce que quand je disais que moi, j'avais émis le mot transmutation, eux, ils ne peuvent pas les mettre, c'est interdit pour comment dirais-je, un scientifique de parler de transmutation. C'est, il y a des conventions chez eux où ouais, j'avais soulevé le problème en disant est-ce qu'il n'y aurait pas des transmutations biologiques? Évidemment, ça fait un tollé, mais un tollé qui s'est ramolli en disant ben, c'est certainement ce qui a dû se produire. Parce que il y a un bruit. Je ne dis pas que l'on a versé dans les décharges tous les, comment dirais-je, est-ce que j'ai le droit de le dire même On peut toujours essayer. Alors, quand je parlais des transmutations biologiques, évidemment, les doctorants que j'avais en face de moi, des jeunes chercheurs en biologie, ils ont des chartes. Ils peuvent pas parler de choses qui sont interdites par les chartes, disons. Comme transmutation, c'est ce qu'ils me disaient. On peut pas en parler officiellement. Ça n'existe pas. Mais, comme il me disait, mais on ne trouve que de ça. On est dans les transmutations, qu'il me disait. On est dans les transmutations. Moi, je le livre tel que je sais ni lire ni écrire, les gens. Je suis inculte, je fais que répéter ce qu'il me disait. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une transmutation. Mais moi, j'avais découvert que, vu comment dirais-je, les analyses que j'avais faites, je trouvais ça bizarre. Bon, je me débrouille, j'ai un petit microscope. J'essaie avec Internet d'essayer de comprendre. Alors, je me disais, il y a des anomalies. Et moi, je ne sais pas. Et eux, ils me disaient, les anomalies, ce sont des transmutations. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors, on en est enfin, c'est moi qui le dis. On en est aux transmutations biologiques de Corentin Louis Kervian. Voilà, on en est là. C'est moi qui le dis. Alors là, vous avez tous le droit de lever des boucliers pour me dire que je dis des bêtises parce que je suis un âne. Ça, vous avez le droit de le dire.
Mais bon, maintenant, ce que Si vous pouvez si vous faire, avez, c'est des si vous avez analyses. si vous avez été témoin, si on vous en a parlé en privé et cetera, c'est difficile de prouver le contraire. Ah, tout à Heu, fait. voilà. Moi, ce qui après, au-delà des affaires de miasmes, de transmutation et cetera, ça reste dans votre scénario, hein. On en parle comme une Oui, politique c'est qui le peut sombrer, on en scénario. parle quand même. C'est le fameux césium 135 dont vous m'avez parlé, puisque j'ai fait quelques recherches. Oui, Alors il y a plusieurs types de césium, hein. Il y a le césium voilà. 137 aussi. Alors, Heu, tant que ça me vient, pardon, Nicolas. allez-y, allez-y, allez-y. Alors, il me disait que c'était des déchets radioactifs. Voilà. Alors, est-ce que j'ai Ça bien c'est hyper compris important là, est-ce que j'ai attention, là, les déchets radioactifs, oui, ils existent. Ça existe. bien sûr. Alors, il me disait que ça avait été transporté à, c'est ce que j'ai entendu, vrai ou faux? Mais enfin, moi, je pense vrai. Mais bon, on peut penser faux aussi. Ça a été transporté dans la décharge du Porche, qui a empoisonné, bien sûr, comment? Alors, je me suis posé la question. Si c'est faux, comment tous les millions et les milliards de naissains sont morts d'un seul coup, en mettant une goutte de, je ne sais pas moi, de desktop peut-être, j'en sais rien. C'était plus fort que le desktop. Alors, pour que ça détruise tout le naissain d'un seul coup, c'est qu'il y a dû y avoir un sacré poison. Maintenant, on peut penser que ça s'est empoisonné tout à fait par hasard. C'est-à-dire que le naissain a été tué par maladie. Alors, En tout cas, si, l'Ifremer l'a dit. L'Ifremer le disait. C'est pour ça qu'il y a eu le coup des souris après, pour faire l'analyse des. On faisait une analyse sur les souris. Ça a été la poudre aux yeux. Ça a été le nuage de fumée mais nous sommes fait. quand on recoupe les éléments, ce qui est assez intéressant, moi, de l'extérieur, hein, qui suis totalement étranger à ce genre d'histoire, c'est que vous me parliez au départ des décharges publiques. Ça, c'est, on va dire, le premier point, années 60, donc il y a 60 ans environ. Ensuite, vous me parliez, des parcs à huîtres, il y en avait plus de 4000 et on parle Ah non, aussi de non, 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 pas de parc à 8 comme ça, de propriétaires. propriétaires, voilà, de Parce qu'ils propriétaires, étaient, voilà, ils étaient une famille propriétaire mais ils étaient inscrits maritimes. d'accord. Une famille pouvait être inscrite maritime et travailler sur un parc. Mais ce qu'on constate, Il y c'est a- il y aussi a- il y le avait vivier des, économique. C'est ah ça ben aussi. c'était Voilà, tout le bassin d'Arcachon, c'était des parcs à huîtres, hein. Et c'est maintenant, ça. c'est devenu une ostréiculture sur des tables. Ils ont monté, au lieu de travailler sur un sol qui est pourri, ils l'ont monté sur des tables d'un mètre de haut. Et Vous puis, comprenez bien ce sûr, que je veux dire, Nicolas? les fameux ports artificiels. Alors ces ports Ah, artificiels, heu, est-ce qu'ils ont été construits quand même? Est-ce qu'il y en quelques-uns, a oui, quelques-uns? D'accord. Alors quelques-uns. enfin désolé, mais, port artificiel, c'est un nom un peu étrange. Comment Je dire? ne sais Ça veut pas dire quoi dire. exactement? Eh Comment ils font des ben, ports? un port avec les bulldozers, ils agrandissent des endroits où coule un ruisseau. Et puis, comme il y a de l'eau douce qui arrive, ça fait un petit estuaire. Et ils arrangent l'estuaire avec des bulldozers. Et puis, ils font des quais et ils mettent des bateaux autour des quais. Est-ce qu'il y a des risques de contamination pour l'eau des puits? Ou est-ce que c'est totalement indépendant? Ah, alors, je vais dire des phrases. Et si je m'exprime mal, faites-moi répéter D'accord. pour donner une explication. Tous les puits qui sont dans le prolongement des décharges ont un risque profond d'être contaminés par les lixiviats des décharges. Ça s'est passé à Arès, où il y a eu des foreurs
des voyous indépendants qui ont fait des forages n'importe où, dans le prolongement de la décharge d'Arès, mais je vous parle il y a 30 ans, oui, à peu près. Et il y a eu des enfants qui se sont empoisonnés avec l'eau. Alors, il y a eu des analyses qui ont été faites par les pouvoirs dits publics. Et ils ont fait fermer, et les gendarmes sont venus me voir en me disant, c'est toi qui as fait les puits là-bas? Je lui ai dit, à quel endroit t'es là? Je lui ai dit, je n'ai pas fait de puits. Ah bon, alors, donc ce sont des forages. Ben oui, parce que j'avais appris à la gendarmerie à l'époque, la différence c'est qu'il y avait entre les puits et les forages. Alors, ils ont fait, sur décision de la mairie de l'époque, ils ont fait relever tous les forages. Parce que c'était dans le prolongement, parce que l'eau a un sens. Elle arrivait de l'Est et coule vers l'Ouest, pleine direction bassin. Alors, donc l'eau des veines, elle continue sa route. Elle continue mal, mais elle continue. Et si on fait des forages dans ces eaux-là, eh bien, on a les mêmes lixiviats, les mêmes percolations que ce qu'il y a sous les... Puisque ce sont les percolations des décharges qui vont dans le bassin. Donc, ça continue à circuler dans les veines. Et alors, il y a des veines pourries et il y a des veines pas pourries. Alors, quand on tombe sur de l'eau pourrie, eh bien, on a le résultat de se retrouver à l'hôpital. Et attention, c'est que l'hôpital d'Arès ne pouvait pas les soigner. Il a fallu les envoyer à Robert Piquet. À Robert Piquet, pourquoi? Parce qu'il soigne, c'était des maladies tropicales. Il faut le savoir, ça. Personne n'en parle, alors on ne sait rien. Mais il y a eu ça. Les parents se sont retrouvés confrontés à des maladies tropicales. Et quand ils ont été à l'hôpital d'Arès, les médecins que je connaissais, ils sont morts maintenant, ils m'ont dit, mais c'est pas des maladies normales. Alors, moi, je leur expliquais que ça venait pour moi, à l'époque, je leur disais, mais tu penses que ça vient des décharges? Ils sont en plein alignement de l'eau qui circule des décharges. Donc, ils prennent de l'eau pourrie, et dans cette eau pourrie, il y a des maladies tropicales. Alors, ils étaient obligés d'amener ces enfants à Robert Piquet, parce qu'il n'y a que Robert Piquet qui soigne les maladies tropicales. Il faut le savoir, tout ça. Robert Piquet, c'est un grand hôpital militaire de Bordeaux. Étant donné que vous êtes loin, tout ça, vous ne savez pas. Mais Robert Piquet... Non, mais justement le temps est venu, Isidore, et je vous remercie à nouveau de prendre le temps de nous expliquer comme ça, parce que je sais à quel point ça doit être aussi difficile et émouvant pour vous, parce que vous avez été confronté quand même pendant presque un demi-siècle, même plus qu'un demi-siècle, les 3/4 de votre vie, vous avez été confronté à ces magouilles, à cette corruption, et cetera. Et pour si, si j'ai autant insisté pour que nous fassions une vidéo, pour que vous libériez la parole, c'est parce que, il faut penser à la génération qui vient, qui est déjà très ignorante du monde dans lequel nous vivons, parce qu'elle est, complètement lobotomisée. Voilà. Aujourd'hui, on en est au stade où il y a des gamins qui savent même plus lire l'heure avec des trotteuses et avec des aiguilles. Donc, c'est pour vous dire le niveau qu'on a. Certes, ce n'est pas une généralité, mais l'idiocratie est bien en marche depuis quelques décennies maintenant. Et donc, aujourd'hui, cette vidéo est une forme d'archive et de mémoire, de devoir de mémoire pour tout ce qui existe depuis plus d'un demi-siècle, et qui fait que demain, si nous voulons que les enfants puissent vivre autrement et avoir une autre conscience que celle que nos ancêtres, nos aïeux ont pu avoir, eh bien, c'est par le fait de libérer la parole et sortir de l'ignorance. Alors justement, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je sais que pour vous, vous êtes assez résigné, je le comprends, mais j'espère que c'est... je ne suis pas résigné à la commune.
Non, non, Alors à la c'est commune. Non, mais un sur la résigné, non, mais c'est qu'il travaille sur les faits. C'est pour ça que quand je je vous disais entends cette sur le fait blague. que quand je vous entends que sur le fait que le bassin d'Arcachon est mort, et que c'est Ouais. foutu, bon, c'est un peu de la résignation quand même, faut être honnête. Non, je Mais ne vois pas ça comme ça, mais bon, alors si je me trompe, allez-y, dites-moi le contraire. eh ben, c'est une constatation. D'accord, Alors OK. maintenant, il faut. Après, pourquoi? Parce que dans la vie, pour aller de l'avant, pour aller dans l'avenir, il faut connaître son histoire. Mais tout à fait d'accord. Celui qui n'éclaire pas le chemin de l'histoire n'aura pas le chemin de l'avenir. Ça n'existe pas. Donc moi, je raconte une histoire que les gens peuvent me dire c'est pas véridique. Ils ont le droit. Bien sûr qu'ils ont le droit. Mais il y a eu qu'on me dise pourquoi le bassin est mort. Bah, Pourquoi? en tout cas, ce que l'on peut rappeler pour, comment dire? Conclure cette émission en quelque sorte, c'est que déjà première chose, c'est, en discutant entre nous que vous m'avez, parlé de cela et parce Tout que à fait comme par des hasard. millions de Français et bien, moi j'ai des proches qui consomment des huîtres, et puis moi j'en consommais beaucoup, quand j'étais adolescent et cetera parce qu'on avait la chance, en Normandie de pouvoir avoir des huîtres assez facilement et de manière régulière. Donc on s'est fait des douzaines, quinzaines d'huîtres, des bourriches et cetera et puis, vous m'avez parlé de cette histoire, ma conscience m'interdisait de rester, indifférent à ce genre de situation parce que malheureusement les scandales, il y en a tellement que c'est difficile à, évaluer et à constater. Néanmoins, ce que vous m'avez raconté m'a provoqué une sorte de déclic. J'en ai parlé à des confrères qui sont, assez sensibles à ce genre d'histoire parce que ça j'allais dire, là, ça nous concerne tous. Il y a pas, de gens qui vont être plus protégés que d'autres parce que ce soit des huîtres, des fruits de mer ou des produits de la mer ou même des produits, du terroir et cetera, on n'en est qu'au début, en fait, de cette boîte de Pandore qui est ouverte. Donc là, il y a déjà, vous avez fait le contexte général, donc qui remonte aux années 60 avec l'histoire des décharges publiques, avec les histoires de tonnage, mais aussi, de pollution et cetera. L'histoire de l'eau aussi, donc ça c'est en plus, il y a une ramification avec les eaux des puits. C'est là qu'on voit qu'il est plus que vital de s'émanciper aujourd'hui de l'eau de ville et de réhabiliter les puits, donc c'est une, conclusion supplémentaire et une solution supplémentaire, même si certains nous disent que oui, on va nous interdire de prendre l'eau du puits, que ça va être taxé. À ce moment-là, on va nous interdire de respirer et il faudra dire amen. Et ben, je refuse de dire amen. Ils ont déjà fait ça durant le Covid, ça s'appelait le port du masque. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'il faut céder. Et ensuite, il y a, eh bien, le fait de comprendre que la faune, la flore et le vivant sont touchés. Oui, Isidore. Oui, alors, bien sûr, faut pas que je veux pas qu'on m'accuse d'avoir exagéré et de dire que les huîtres du bassin d'Arcachon sont mauvaises. Parce qu'ils vont me dire, ils vont m'accuser que s'il y a une mévente d'huîtres, ça provient de moi. Disons que comment dirais-je, les présidents des associations environnementales du bassin sont de braves personnes. Et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent. Alors, les dernières pollutions qu'il y a eu, pour eux, attention, hein, ils ont mis l'accent sur la, la pollution qui venait du tout à l'égout. La dernière pollution, ils ne parlent pas des autres, ils ne les connaissent pas. Alors, ils parlent de ceux qu'ils connaissent. Bien Alors, sûr. ils parlent de la pollution qui est donnée par le tout à l'égout qui a débordé. Alors, évidemment, alors ils ont mis sur le dos de ce débordement, ils ont fait une globalisation de toute cette pollution. C'est-à-dire, ils n'ont pas parlé de l'autre, ils ne la connaissent pas. Ils ne sont pas nés avec, ils n'étaient même pas nés à cette époque quand ça commençait à exister. Alors, et en plus, l'Ifremer, jamais ils accepteront de revenir en arrière pour dire on vous a menti ou on s'est trompé.
Jamais, ça n'existe pas. Il faudrait faire Moi, j'ai essayé de faire une commission d'enquête avec des laboratoires, des laboratoires indépendants. Mais j'ai eu comme résultat, c'est qu'ils n'ont pas le droit de divulguer leurs conclusions. Et parce qu'ils ne peuvent pas aller contre l'IFEMER. Alors, bien sûr, associativement, ils peuvent dire que eux, ils ont trouvé quelque chose de différent. Mais comme ils ne sont pas agréés, eh ben pour eux, ça ne compte pas. J'ai essayé, j'ai tenté. J'ai même demandé à faire un laboratoire privé. Alors, j'ai les écrits, j'ai tout. Où j'ai demandé à faire un laboratoire privé. On m'a donné tous les outils, on me donne tous les outils pour faire, et on me donne même les locaux pour faire un laboratoire privé. Justement, pour pouvoir prouver indépendamment que il y a des problèmes sur le bassin. Mais je n'ai pas trouvé, et moi je voulais faire avec des laboratoires, avec des gens retraités. Voilà. Mon idée, c'était de faire avec des gens retraités un laboratoire privé. Alors apportant tout le matériel, C'est un bon projet ça, hein, et justement on mais va appuyer oui, mais cet appel. C'est-à-dire qu'on appelle ici, alors mes confrères du monde médiatique alternatif et indépendant essentiellement. Si des médias traditionnels s'en préoccupent, tant mieux aussi, à condition de ne pas déformer la réalité bien entendu. Ensuite, on appelle aussi les scientifiques, et puis, les candidats aux municipales aussi, puisque c'est la période. Tous ceux qui, ont aussi des témoignages, c'est-à-dire des gens qui vivent sur le bassin d'Arcachon, ou qui y ont vécu, qui ont, des échos, qui ont des choses à dire. Vous avez, en commentaire épinglé de cette vidéo le mail, d'Isidore, amidespuis@gmail.com, donc Amidespuis au pluriel. Vous écrivez à Isidore suite à cette vidéo et voilà, vous lui témoignez, vous lui dites, ce que vous savez, les questions que vous avez et cetera, parce que c'est important. et s'il y a des retraités qui ont des diplômes de docteur en sciences biologiques, mais je les accueille avec le plus grand des plaisirs. Parce qu'à partir avec eux, on peut créer un laboratoire indépendant, privé indépendant. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est comme créer une confrérie. Eh bien, on peut faire une confrérie avec un certain nombre de doctorants qui me rejoignent. Il n'y a rien de plus simple. Ils ne savent pas quoi faire de leur journée. Ils s'ennuient. Eh bien, on va faire une association avec ces gens-là, et puis ils auront un président. Moi, je ne suis rien du tout. Mais au moins, eux, à partir de là, et puis je sais faire la demande de dons, je vais demander tout le matériel qu'il faut dans les laboratoires privés, les laboratoires publics. Ils ont un matériel extraordinaire, et je vais demander pardon. Et je vais demander à la mairie qu'elle me donne un bâtiment justement pour pouvoir mettre ce laboratoire. Il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. Et on a, alors il manque les gens pour le faire, qui ont les diplômes, bien sûr. Et il y a des dizaines de laboratoires qui sont prêts à me donner un matériel extraordinaire. Mais bon, mais si j'ai personne qui s'en sert, je vais en faire quoi, moi, du matériel? Bien sûr. Merci en tout cas Isidore pour, toutes ces explications, ce témoignage qui est fondamental, surtout à l'heure des révélations et des différents scandales, quel que soit le domaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, diffusez cette vidéo partout où cela sera possible. Oui, Isidore. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est pour faire un scénario de livre, parce que ce que j'ai dit, c'est pas que ce soit pas vrai. Pour moi, oui,
Mais bon, il n'y a que moi qui le dis. Il Alors, faut mener une enquête. on peut m'accuser de tout. On peut venir me pendre demain, on peut me mettre le feu à la maison, on peut faire tout ce qu'on veut et me brûler la voiture. Parce que j'ai dit ça. Mais bon, c'est un scénario de livre, hein. Maintenant, à force avec des enquêtes qui seront faites par des gens qui ont la possibilité de les faire, qui sont intelligents, qui sont instruits. Moi, je ne suis pas grand-chose. Alors, mais avec tous les gens qui vont venir autour de moi, on peut bâtir quelque chose. C'est pas parce que j'ai l'air idiot que je suis complètement idiot. Tout à fait. Merci beaucoup Isidore. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.